Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau panorama. Les arbres ont changé de couleur, la météo se rafraîchit et les vacances de la Toussaint ont débuté. Pas de doute, l'automne est bien installé et nous avons décidé de nous intéresser à Halloween cette semaine. Et pour parler de cette fête folklorique païenne d'origine celte, nous rencontrons cette semaine des conteurs. Nous partons aussi à la découverte d'un château et même d'un fort. Nous irons également à la rencontre d'un fondateur d'un escape game un peu particulier. Mais pour débuter cette émission, je suis en compagnie de Martine Desbioles. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous et merci de nous accueillir ici chez vous, dans cette ancienne ferme chez l'Irmande. Vous êtes conteuse également guide du patrimoine. Racontez-nous un petit peu qu'est-ce qui se passe ici, dans ce lieu. Que faites-vous ici? Alors ici dans la salle même, nous organisons une fois par mois des veillées avec un thème qui est toujours en rapport avec la culture alpine. Donc c'est très vaste, chant, musique, des causeries sur des thèmes du lieu, etc. Et puis aussi on organise des ateliers de transmission de certains gestes ici, de savoir et de savoir-faire, parce que ça nous paraît important de transmettre aux plus jeunes et puis aux nouveaux arrivants, et quelquefois même ceux qui habitent là, mais qui ne sont pas toujours au courant de ce qui pouvait se passer ou de notre culture. Ça permet justement de valoriser notre culture par ce biais d'ateliers culinaires, mais pas que, apprendre à faire une heure Mars, c'est-à-dire un ballet de sorcière, voilà, plein d'autres, battre une faux, faucher, enfin, etc. Vous avez parlé de sorcières, on va en parler. On vous connaît déjà un petit peu sur Vite-Mont-Blanc puisque notre collègue Jean-Paul Crespi était venu vous voir cet été. Vous aviez un parcours à la rencontre justement des êtres légendaires, des contes et des légendes de nos vallées alpines. C'est ça, tout à fait. Donc, ce parcours s'appelle Démons et merveilles. Il y a plusieurs petites stations que l'on fait en visitant guidée avec le public, hein, les familles. Et puis, chaque fois, c'est prétexte à une histoire en lien avec le personnage, le diable, la sorcière, la fée, la vouivre, le sarvant, et j'en passe. Et aussi en lien avec les plantes de montagne et leurs vertus culinaires, médicinales, et certaines fois les usages en sorcellerie, justement. C'est dans notre thème de cette semaine, la sorcière. Elle existe, elle a existé ici en Haute-Savoie. Ah ben oui, mais elle existe toujours, puisque à l'origine, les sorcières sont des femmes qui détiennent un pouvoir, bien souvent d'ailleurs un pouvoir médicinal, mais qu'elles ont appris avec leur mère, leur grand-mère, enfin les autres femmes, et qui faisaient de l'ombre aux hommes et particulièrement au clergé, puisque donc l'Inquisition, ce sera un pape qui aura la bonne idée de mettre en place ce système. On aura aussi un duc, nous, premier duc, qui a mis en place aussi la chasse aux sorcières, donc Amédée VIII pour ne pas le citer. Donc parce que elles avaient ce pouvoir-là qui échappait aux hommes quelque part, donc c'était un petit peu leur faire de l'ombre. Et c'est pas possible que la femme soit plus puissante entre guillemets que l'homme. D'ailleurs, elles étaient brûlées, on a retrouvé des procès. Et ben, la raison, c'était parce qu'elles exerçaient de la médecine de façon illégale, alors qu'elles n'étaient pas, on dirait aujourd'hui, programmées génétiquement pour pouvoir exercer cette fonction quand même. Voilà. Vous, on le sent, vous avez la volonté de redonner un peu leur place à ces sorcières, d'honorer en tout cas leur souvenir. Et oui, c'est d'une part honorer leurs souvenirs, leur mémoire, et puis j'ai envie de dire aussi pour faire la lumière sur ces femmes-là, qui étaient des femmes de l'ombre, qui quand même ont fini au bûcher, et puis mais toutes les autres femmes qui se sont inscrites ensuite dans leur lignée jusqu'à aujourd'hui. Parce que moi, je rends toujours un grand même hommage à quelqu'un comme Gisèle Halimi, Simone Veil, Simone de Beauvoir, sont des femmes qui ont défendu justement nos sorcières contemporaines, dirons-nous. Voilà, donc je crois qu'on est encore en plein dedans. Il y a quelques grands noms, grandes sorcières qui ont vécu même ici, dans cette vallée à Verpoche même. En Vallée Verte. Donc la dernière à avoir
à avoir été brûlée à Genève en 1652, en avril 1652, et la Michée Chaudron, je crois qu'on devrait dire Chaudéron d'ailleurs, qui est née à Carat. Alors Carat, tout le monde n'est pas d'accord parce que c'est à la limite entre Burdignan et Bouèges. Donc elle est née là-bas. Elle est née la nuit de l'Escalade, donc je ne sais pas si c'était un bon présage, ça en 1602. Et elle se marie donc avec un négociant donc savoyard et elle va vivre à Genève. Et là, elle va exercer d'une part le métier de lavandière et un métier de guérisseuse, notamment on est en période de la peste. Donc elle va sauver bien des vies, mais elle va pas réussir à sauver la sienne, la pauvre, puisque après un mois d'instruction au niveau de son procès, eh bien, elle sera en avril donc 1652 brûlée à Genève. Et par chance, c'est le seul procès dont les minutes sont encore conservées dans un coffre avec je ne sais combien de clés là-bas aux archives d'État de Genève. Et elle a été réhabilitée en 2001 puisqu'on lui a refait un faux procès pour la réhabiliter et une rue lui est attribuée aujourd'hui à Genève. Et elle était accusée eh bien, d'avoir forniqué avec le diable un soir euh, en rentrant près du bois des Ombres. Et on l'a vu, on est sûr qu'on l'a vu. Il apparaissait sous forme d'un chien, donc elle se serait accouplée avec lui. Et ensuite, il lui aurait fourni un genre de poudre pour qu'elle mette dans les potions qu'elle donnait aux gens afin eh bien, de les faire mourir ou de les charmer, mais dans l'autre sens du terme. Et c'est comme ça que des enfants, soi-disant, seraient morts à cause d'elle, enfin, qu'elle en aurait mis dans le vin. Et puis, après bien des semaines de torture, la question l'estrapade, mais un peu, mais pas trop, hein, puis qu'on lui enfonce les aiguilles jusqu'à ce qu'on trouve une tache insensible, une à la cuisse, une sous le mamelon droit, une à la lèvre. Ah, c'est sûr, ça, c'était la marque du diable. Donc, la pauvre, elle n'a pas pu en réchapper et elle a brûlé. Voilà. Qu'est-ce qui Martine, vous a emmené vers ces histoires-là et cette envie aussi de transmettre ces histoires? Alors moi, je crois que toute petite, j'avais 4 ans, oui, 4 ans, j'ai rencontré une sorcière, mais une vraie sorcière, hein. Alors je partais en champ aux vaches le soir avec elle, donc on l'appelait la Lise, et chez eux, ils étaient déjà guérisseurs. Effectivement, on allait les voir pour l'eczéma, couper le feu, le sang, barrer le sang, etc. Et elle était, ma foi, c'était un personnage parce qu'elle était toute mâchurée, c'est-à-dire la figure toute noire. Elle était un peu édentée, elle chiquait, elle fumait, elle buvait pas mal. Donc, elle m'emmenait en champ le soir aux vaches avec elle, me racontait des histoires qui me faisaient peur. Moi, je la lâchais là, hein, puis je rentrais chez la grand-mère en pleurant. Elle me dit, d'où tu viens? Je dis, oh, mais je suis partie avec la liste, t'as bien vu? Elle me dit, mais pourquoi tu y vas? Tu sais bien que c'est une sorcière. Et ben, le lendemain soir, j'y retournais parce que c'était fascinant en fait. Et que très vite, j'ai eu envie de faire comme elle, je crois, de raconter des choses eh ben, aux élèves des classes, à mes enfants, à mes petites filles. Il y a une de mes petites filles qui commence déjà à raconter, d'ailleurs. Donc voilà, je suis bien un peu sorcière quand même. Et c'est pour ça que vous avez créé ce lieu, que vous faites aussi partie d'une association. C'est de là qu'est venue cette envie de transmettre. Alors, nous, ce lieu, on a eu envie d'en faire quelque chose parce que c'est une maison qui a une âme. On s'en est tout de suite rendu compte. Et puis, donc, on a créé l'association Réseau d'échanges transfrontaliers alpins pour faire revivre essayer de refaire revivre la culture alpine et entre autres la transmission des légendes. Comment elles sont perçues, ces légendes, par le public? Est-ce que il y a des gens qui les connaissent, qui ont envie de les réécouter, ou est-ce qu'ils découvrent? Ah oui, alors il y en a qui les connaissent. Et puis alors il y en a une en particulier qu'il faut que je raconte chaque fois. Donc voilà, c'est comme ça. Elle fait partie de moi. Il y a beaucoup de gens qui en redécouvrent. Et puis quand on a affaire à des gens de la population locale, eh ben, ils ont aussi leur version où ils apportent une nouvelle pierre à l'édifice. Et ça, c'est merveilleux. Et ce qu'ils cherchent franchement et qu'ils trouvent, je crois ici, c'est la rencontre. C'est la rencontre avec notre culture. Voilà, la rencontre avec la culture en fait et nos traditions. La mise en scène, le jeu théâtral qu'il y a autour aussi, ça permet de marquer les esprits encore plus. Ah oui, parce que sur le parcours, c'est très théâtralisé. Donc, et puis on a mis aussi en place un spectacle là autour. Et c'est vrai que c'est, comment dire, bah, c'est avec ce qui se passe à l'intérieur, quoi, avec nos tripes. Et puis moi, quand j'y suis, enfin, je le vis. Je vis mon histoire, voilà.
Vous avez évoqué votre petite fille. Vous pensez que c'est quelque chose qui va se transmettre aux prochaines générations? Ah oui. Alors par rapport à ça, je suis très optimiste parce que les enfants sont friands, ils sont porteurs et en plus, ils ont beaucoup d'imagination et ils rentrent dans les histoires et ils savent se les approprier. C'est juste fantastique ça. Moi, chaque fois, ils me surprennent et je leur fais confiance et ça marche à tous les coups, quoi. Ils savent raconter. C'est inné. Je pense qu'un enfant, il sait raconter de façon innée, lui. Est-ce que vous arrivez aussi à emmener les adultes dans ce monde merveilleux et imaginaire? Ah bah oui, parce que moi, quand je raconte des histoires de vouivres et qu'après on me dit, mais elle existe, je dis, eh ben, bien sûr, moi je la vois le soir, vous l'avez jamais vue, vous? Alors là, ils se disent, ah oui, si elle le dit, ça Alors doit la être vrai. vouivre, expliquez-moi un petit peu ce que c'est. Ah, la vouivre. Alors, d'aucuns vous diront que c'est complètement réservé au pays de l'Ain, par là-bas. Et ben non, on a aussi de très belles vouivres. On en a une qui vit cachée dans les ruines du château de Rocafort à Bouèges. Donc, c'est une espèce de serpent ailé qui a des grandes ailes fines comme de la soie, une grande chevelure qui vole au vent. Et puis surtout, alors il y a deux versions. Soit au milieu du front, un œil qui est un œil précieux, soit au bout d'une antenne au milieu du front. Et c'est un œil qui a des pouvoirs magiques, qui rend riche, beau, invincible. Mais c'est aussi, ça aussi, c'est notre part de rêve, je crois surtout. Donc, voir la vouivre quand elle se baigne dans les cours d'eau, c'est juste extraordinaire. Il faut se trouver là au bon moment. Merci beaucoup Martine pour toutes ces petites histoires, pour votre passion aussi. Je pense que c'est une vraie question de passion, C'est cette ça. transmission. On ne peut pas faire autrement. Merci de nous accueillir Merci à vous. ici chez vous, à la ferme de l'Irmande. On peut vous retrouver tout au long de l'année Oui, voilà, avec des veillées, des... avec des veillées, avec des spectacles et des parcours, donc par le biais de nos sites internet, par voie de presse, par Facebook, mais c'est pas moi qui m'en occupe. Voilà. Merci beaucoup. On Merci à remettra vous. toutes les adresses utiles pour vous retrouver. Et merci à vous d'avoir suivi cet épisode. Nous nous retrouvons demain pour le prochain volet dans lequel je recevrai Zian des Alpes. Je vous dis à très vite sur 8 Mont Blanc. Bonjour à tous, ravie de vous retrouver pour ce deuxième épisode de notre panorama consacré cette semaine à Halloween. Et après Martine Desbioles hier, nous rencontrons aujourd'hui Zian des Alpes. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes colporteur, vous racontez les contes, les légendes de nos pays de Savoie, plus particulièrement ceux du pays de Maurienne, votre territoire de prédilection. Il se situe juste en dessous des Aiguilles d'Arves. Vous êtes originaire de ce petit coin de pays de Savoie. Puisqu'on parle d'Halloween, cette semaine, est-ce qu'il y a particulièrement des contes, des légendes qui nous font un petit peu peur dans votre région ? Bien sûr. En fait, les légendes, elles étaient là pour transmettre. Et dans toute cette transmission, il y a aussi des histoires qui interpellent. Donc, on a des histoires de revenants. Vous avez une histoire de revenants particulièrement à nous raconter. Il y en a plein. Alors, dans celles que j'ai pu collecter auprès des anciens, il y a cette fabuleuse histoire d'un militaire qui était parti à la guerre, qui habitait dans le petit hameau de Carlon. C'était le fils unique d'une belle maison, parti à la guerre, une guerre lointaine, et le temps des moissons était venu, et les parents se faisaient du souci, parce qu'on a besoin de bras pour faire les moissons. Quand un soir, un militaire remonte par le petit chemin là, du Crêt, et lorsqu'il arrive sur le plateau, la pleine lune se lève. Alors il entend le bruit des faux, il entend les jeunes filles qui lient les gerbes, il entend même s'ébrouer le mulet. C'est les moissons. Alors il bondit dans le champ. Oh là, la compagnie. Mais le champ est vide, moissonné. Oh, il continue son chemin. Plusieurs fois, il va être appelé par ces bruits. Mais chaque fois, il retrouve des champs qui sont moissonnés. Et lorsqu'il arrive à Carlon, de sa canne, il va frapper 3 grands coups à la porte. Les parents sont contents, c'est lui. Oh, bien sûr, il lui ouvre, l'embrasse, lui pose 1000 questions, font réchauffer la soupe, un bout de pain, un verre de vin, il lui pose des questions. Et lui va leur dire, mais vous avez moissonné déjà, vous auriez pu m'attendre. Le père a dit, on se faisait du souci.
Alors ils sont allés à la grange. Il a pris un épi de blé qu'il a écrasé dans ses doigts. Oh, c'était une récolte exceptionnelle. Puis il est allé se coucher. Sa mère l'a embrassé. Son père lui a promis plein de choses pour le lendemain. Mais au matin, au chant du coq, il n'était pas levé. Le soleil était là dans le ciel, qu'il n'était toujours pas en bas. Alors la mère s'est inquiétée. Elle va aller jusqu'à la chambre, frapper, et puis ouvrir. Et la surprise, le lit n'est pas défait. Il n'y a même pas une ride de sommeil sur l'oreiller. Mais où est-il donc? Oh, parti courir les filles, sûrement. Sauf que le soir, il ne rentrera pas. Et les autres soirs non plus. Ce n'est que 7 jours plus tard que le maire, accompagné de l'instituteur, sont descendus à Carlon. Ouf, c'est pas toujours facile que d'être maire. Il avait un papier à la main. C'était écrit que leur fils avait été fauché par un éclat d'obus une semaine auparavant, au milieu d'un champ de blé, alors qu'il y avait une attaque d'envergure, fauché par un éclat d'obus. Alors depuis, on dit qu'il y a un militaire qui traîne par les chemins les jours de la moisson. Voilà. Ce sont ces histoires que vous aimez raconter, colporteur. C'est un métier, c'est une passion aussi pour vous, Dion. C'est avant tout une passion. On n'est pas conteur, je pense. Naïté, hein. Enfin, on ne le sait pas. Puis un jour, ce sont les histoires qui vous rencontrent. Moi, je les ai écoutées quand j'étais petit, bien sûr, dans ce monde rural, de la montagne, du village, de mes grands-parents. Puis je me suis mis à les raconter quand j'avais mes enfants. Puis ils adoraient mes histoires. Alors, voilà. Et puis, du coup, il y a plein de gamins qui venaient à la maison, qui écoutaient mes histoires. Et puis après, je suis parti dans le tourbillon des histoires. Qui sont en moi, en fait. Aujourd'hui, elles sont en moi. Et quand je les raconte pas, je suis malheureux. Pourquoi c'est important aussi de les transmettre, ces histoires, au public local ou qui vient aussi de plus loin parfois? C'est important de les faire vivre. On a beau les écrire dans des livres, parce que raconter, c'est pas un texte, c'est des images. Et dans les histoires, il y a plein de symboles, plein d'enseignements. Voilà. Ça fait partie aussi de notre patrimoine, de la culture alpine également. Tout à fait. Et c'est l'empreinte. Une montagne sans légende, c'est une montagne sans âme. Il y a toujours des histoires d'alpinistes, de chasseurs. Il arrive toujours des choses fantastiques. Et ces choses, elles se perpétuent. Est-ce que nos départements, la Savoie, la Haute-Savoie, ce sont des territoires particulièrement propices pour les contes ou les légendes? Alors oui. Pourquoi? C'est un paradoxe. Parce que la télévision est arrivée très tard. Donc les veillées ont perduré longtemps. Et c'est dans les veillées qu'on transmettait les choses. Alors souvent, les conteurs ne racontaient pas 50 histoires. Ils en racontaient 4, 5. Très très bien du reste. Et on les invitait pour qu'ils racontent cette histoire. Et c'est bien dans la répétition perpétuelle des histoires qu'on ancre les choses et les valeurs. Et les valeurs de la montagne, du montagnard, et de l'alpin en particulier, et du savoyard encore plus particulier. Il y a une différence entre le conte et la légende que vous attachez à définir justement. Quelle est cette différence? Un conte, c'est Blanche-Neige par exemple, conte type 720A, c'est quelque chose qui a été inventé et qui prend les bornes du réel. Mais il y a des valeurs dedans, il y a du symbolisme, il y a plein de choses. Une légende, c'est autre chose. Ça part d'un fait réel qui a été enluminé par l'oralité et qui s'est enrichi. Une légende, elle finit pas. Quelque part, moi, dans les veillées, il y a des gens qui me rajoutent une phrase, un mot à la fin. Et moi, je suis plus à l'aise dans les légendes que dans les contes. C'est un peu comme ça. Ma nature. Est-ce que cette transmission, vous évoquez les veillées, les anciens qui racontaient les histoires, est-ce que ça se perd ou est-ce qu'on arrive quand même à avoir toujours ces moments de transmission? Les anciens, c'est nous qui sommes devenus anciens.
Et c'est à nous de perpétuer. Et c'est vrai que tous ceux qui m'ont transmis ces histoires, ce n'étaient que des maillons. Et ils avaient l'impression de vouloir... Ils ont eu peur à un moment de perdre quelque chose. C'est pour ça qu'ils nous les ont transmises. Et c'est pour ça que pour ne pas les perdre, il faut les raconter, il faut les faire vivre. Et moi, chaque fois que je raconte une histoire, je fais vivre la personne qui me l'a racontée. Je la revois, moi, dans ma tête. Pour les transmettre, vous proposez d'ailleurs chaque année un festival de contes et légendes. Un petit mot sur ce festival. Vous avez pu continuer à le faire là, malgré ce contexte? Depuis 2 ans, on a fait moins fort, quoi. Mais on va repartir. Voilà. Donc on sera à la 27e édition. Voilà, donc pour mettre en valeur cette culture alpine, pour la partager, la faire découvrir aussi. Il y a beaucoup de gens qui sont là en vacances pendant l'été qui nous disent « Ah, c'est merveilleux !» Il nous manquait ça. On a le paysage, on a les activités, mais il nous faut aussi de la culture, il nous faut aussi un peu de tradition. C'est important. C'est un tout. Alors vous avez devancé un peu ma question suivante, qui était justement comment le public perçoit, reçoit ces histoires. Avec de l'émotion. Voilà. Parce que il est capable de pleurer, de rire, et qu'avec la parole, on transmet énormément d'émotions. Et de recevoir cette émotion brute, c'est quelque chose d'essentiel. Le diable qui fait peur, non, quand on le raconte, il ne fait pas peur. Parce qu'au fond de votre tête, c'est votre diable. Il est gentil, le diable qu'on a au fond de chacun de nous. Il ne fait pas peur. Voilà. C'est un défi réellement, autant aujourd'hui, à l'époque de la télévision, des réseaux sociaux, des images, d'avoir simplement vous, colporteur d'histoire, qui nous raconte simplement avec votre voix. C'est un défi d'emmener les personnes dans ce monde de l'imaginaire. Un défi, je ne sais pas, mais un grand plaisir, c'est sûr. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir partagé cette passion avec nous. Merci on vous retrouve donc, alors l'été, au niveau de ce festival, on peut aussi vous retrouver dans des veillées. Est-ce qu'il y a des petites choses Oh là, il y a plein de veillées tout l'hiver dans les différentes stations, les différentes animations, les centres de vacances. Ça sera un hiver riche en veillées par rapport à ce qu'on a connu l'année dernière. Ça sera... Donc partout en Maurienne, un petit peu partout. Dans les stations. Un petit peu partout, mais pas tout le même soir, quoi. Je peux pas me démultiplier. Merci beaucoup. Merci de nous avoir rapporté ces petites histoires. Et on va continuer à parler des contes, des légendes, de ce thème d'Halloween que nous évoquons cette semaine dans ce panorama. Rendez-vous donc demain pour le 3e épisode où nous irons à la rencontre d'un escape game un peu particulier du côté de Cranfsal. Nous irons également à la découverte du château des Rubins de Sallanches. Merci de nous avoir suivis et à très vite sur 8 Mont Blanc. Bonjour à tous, ravie de vous retrouver pour ce 3e épisode de notre panorama consacré cette semaine à Halloween. Et le château des Rubins à Sallanches célèbre cette fête notamment avec différentes activités. Bonjour Arnaud Delers. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes le directeur du château et je l'ai dit, vous allez proposer des activités pour cette fête donc, dans votre château, peut-être hanté, on ne sait pas, vous nous direz. Mais avant d'en parler, est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur ce château, resituer un peu son histoire? Alors le château des Rubins, nous sommes à Sallanches, en direction de Cordon, très près de la Collégiale. Et ce château date du XIVe siècle et il faisait partie d'une sorte de ceinture fortifiée qui s'étendait autour de Sallanches et dont il ne reste plus aujourd'hui que quelques témoins parce que la ville a été victime d'un incendie au milieu du XIXe siècle. Et ce château est quelque part un des seuls et rares témoins historiques de la ville de Sallanches.
Alors c'est une très belle demeure qui s'articule sur 6 étages, desservie par un escalier absolument magnifique, taillé en pierre de Maglan. Et on y parle aujourd'hui d'éducation à l'environnement. Voilà, c'est un lieu dont les expositions nous parlent des glaciers, nous parlent de la faune, nous parlent de la flore, nous parlent aussi de la présence de l'homme dans les Alpes, sans omettre de poser quelques questions sur la gestion de l'eau, le réchauffement climatique. Et vous m'expliquiez en préparant cette émission que c'est un lieu particulièrement propice à tout ce qui touche à l'imaginaire. Ah oui, parce que le château hanté, le château gothique, c'est quelque chose qui parle à l'imaginaire des gens. Alors c'est pas nouveau tout ça. Le château hanté dans la littérature remonte au XVIIIe siècle avec les premiers auteurs. Le premier roman gothique s'appelle d'ailleurs Le Château d'Otrante. Déjà, le château naît avec la littérature gothique qui deviendra la littérature fantastique. Et puis après, on aura d'autres titres. Jules Verne écrira Le Château des Carpates. Évidemment, Bram Stoker, Dracula. Bref, on colle à l'image, au fantastique, au gothique ou au néo-gothique. Le château est un théâtre magnifique, est un cadre idéal pour parler de toutes ces choses qui font un petit peu frissonner et qui font un petit peu peur. Et justement, il vous a paru tout à fait normal et logique, forcément, de proposer des activités autour d'Halloween, cette fête qui nous fait un petit peu peur chaque année au mois d'octobre. Vous proposez notamment la nuit de l'effroi. Que va-t-il se passer ? Alors la nuit de l'effroi, sans déflorer tout ce qui va se passer cette nuit-là. En fait, cette nuit va commencer assez tôt. Elle va commencer à 17h30 à la médiathèque de Sallanches, qui projettera un film de Stephen King, d'après l'œuvre de Stephen King. Et puis après, les spectateurs seront invités à une visite nocturne du château des Rubins, mais une visite où tout peut arriver. Paraît-il que des chevaliers morts-vivants traînent entre les murs du château. Bref, j'ai envie de dire quand même, cœur fragile, s'abstenir peut-être. C'est pas non plus pour un public trop familial, j'ai envie de dire, plutôt de jeunes adultes. Eh ben ça nous donne envie en tout cas de venir participer à cette nuit de l'effroi. Il y aura aussi une conteuse. Alors peut-être à un autre moment, mais en tout cas vous avez convié une conteuse. Oui, tout à fait. On a la chance dans ce château d'avoir une très belle salle au pied d'une cheminée avec un très beau chaudron en cuivre qui fait je ne sais pas combien de centaines de litres et des bancs qui sont installés autour. Et cet endroit est vraiment favorable à raconter des histoires. Et on a une conteuse extraordinaire qui s'appelle Ella Hera, qui est de La Roche-sur-Foron et qui connaît parfaitement toutes les petites histoires de nos montagnes, de nos vallées, de nos bourgs, de nos villages et qui va faire rêver les gens. Là, c'est pour les petits. Par contre. Et vous aurez aussi un escape game sur le thème de la nuit de Samin. Alors je dis Samin, c'est peut-être pas la prononciation correcte, mais c'est comme ça que les Celtes appelaient la nuit d'Halloween. En quoi va consister cet escape game ? Alors nous, cette nuit-là, il va se passer quelque chose d'assez étonnant au château. Vous allez commencer par faire une visite guidée assez classique d'un château. Et le guide va vous emmener au 6e étage. Et d'un coup, il va disparaître. À vous, pendant 1 heure, de retrouver votre chemin et de descendre les étages un par un en répondant aux énigmes et éventuellement de sortir du château. Mais bon, on a des oubliettes aussi, donc pour ceux qui se perdraient ou qui n'arriveraient pas à sortir en moins d'1 heure, malheureusement, voilà, où ils finiront. Arnaud Delers, vous êtes un passionné de tout ce patrimoine. Vous étiez auparavant au château de Montretier, aujourd'hui ce château des Rubins. Ces animations autour d'Halloween, c'est aussi une façon d'ouvrir ce patrimoine à un public un peu différent. Oui, c'est très très important que nous, on s'engouffre, j'ai envie de dire, nous, sites historiques, dans cette nouvelle pop culture, notamment autour d'Halloween, parce que ça nous permet de toucher un autre public. Voilà, nos châteaux, nos abbayes, c'est un profil de visiteurs que l'on ne verra pas à Halloween, et inversement, les visiteurs d'Halloween, on ne les verra pas en d'autres temps de l'année, parce que ça s'adresse à qui ? Eh bien, un public familial, un public plutôt jeune, un public qui a envie de frissonner, qui a envie de se donner le petit goût de l'effroi pendant quelques minutes. Donc effectivement, c'est nous
s'ouvrir sur un autre type de public. Mais c'est très agréable de travailler justement dans ces domaines-là, parce qu'en plus, nos équipes, ça leur change un peu les idées de travailler sur des scénarios, sur des concepts comme ça. Eh bien, merci beaucoup d'être venu nous voir et de nous avoir parlé de ce château. On peut donc vous retrouver du côté de Sallanches tout au long de l'année. Merci beaucoup. On va continuer à parler de lieux qui se mettent aux couleurs d'Halloween avec un escape game, puisqu'on en parlait, un escape game un peu particulier. J'accueille dans quelques instants Eddy Baronnet. Les samedis 30 et dimanche 31 octobre, viens rejoindre l'armée des Crazy Profs pour 2 soirées spéciales Halloween. Au programme, un labyrinthe hanté, un labo radioactif, des scènes de films d'horreur, une collation dégoulinante et un tournoi de baby-foot sanglant. Bonjour Eddy, vous êtes le fondateur de Crazy School du côté de Cranfsal. Vous proposez des parcours de jeux sensoriels. Alors expliquez-nous en quoi cela consiste. Bonjour, des parcours de jeux sensoriels. Alors, c'est un peu comme Fort Boyard. Si vous connaissez l'émission, ce sont des équipes qui parcourent des salles, qui font des épreuves et puis ensuite qui enchaînent selon un parcours jalonné. À Crazy School, j'ai eu l'idée de proposer, comme Fort Boyard, des jeux qui parlent à tout le monde, qui sont joués et par les adultes et par les enfants. Puisque si vous observez pour Fort Boyard, ce sont les adultes qui jouent et la plupart du temps, ce sont les adultes, les enfants qui regardent, qui sont devant leur télévision. Donc l'idée avec Crazy School, c'est de proposer à un groupe familial, par exemple, rassemblant du plus petit jusqu'au plus âgé, des jeux qui s'adressent à toutes les générations et qui permettent d'enchaîner 2 heures d'épreuves à l'instar d'une école, donc rythmée au rythme des sonneries. Donc toutes les 20 minutes, vous entrez dans une nouvelle salle, vous résolvez des énigmes ou des objectifs qui peuvent faire appel à plusieurs types de compétences, donc des compétences cérébrales, des compétences physiques, de l'agilité, de l'observation. Et le fil rouge, c'est le collectif. Ce sont des épreuves vraiment qui se résolvent collectivement. Donc c'est pour ça que nous attirons également les team building et des publics adultes. Et donc l'objectif ultime est d'avoir son diplôme de la Crazy School, donc de sortir fièrement avec un beau diplôme, puisque les épreuves étant notées, nous n'avons pas oublié pour votre plus grand plaisir les conseils de classe, où nous prenons le plaisir de corriger les épreuves, de revenir sur les créations, et puis un examen final évidemment qui sanctionne l'ensemble du parcours avec des épreuves de rapidité. Ça rappelle effectivement quelques souvenirs scolaires. Pourquoi vous avez voulu créer cet endroit? C'est quelque chose qui n'existait pas encore dans la région, dans le coin? Mais effectivement, il y a quelques années, en regardant dans l'environnement, alors en Haute-Savoie, mais pas que, j'ai vite compris que pour jouer en famille, quand on a des enfants d'âge très différents, c'était vite compliqué. Il fallait toujours arbitrer pour les petits, pour les grands. Et dans tous les jeux pour enfants, les adultes n'y trouvent rarement leur compte. Donc j'avais vraiment envie de créer un endroit où toute la famille puisse vraiment prendre part au jeu. Donc le plus petit jusqu'au plus âgé. Et c'est vraiment basé sur un système unique qui permet aux équipes d'avoir des objectifs qui cadrent avec leurs compétences respectives. Donc les plus jeunes auront des objectifs de jeunes, les plus âgés auront des objectifs de personnes âgées, et le tout forme un cocktail d'objectifs qui est censé être bien calibré par rapport à l'équipe. Alors cette semaine, nous, on parle particulièrement d'Halloween et vous avez décidé de proposer justement des choses spécifiquement autour de cette fête. Alors oui, tout d'abord, Crazy School a failli être une vaste légende, puisqu'on a ouvert avant le premier confinement en décembre 2019. D'accord. On a eu la chance de franchir cette étape. Et effectivement, pour Halloween, nous proposons des parcours un peu remusclés, un peu revisités, puisque nous avons des salles qui s'y prêtent bien, des salles comme un labyrinthe hanté, dans lequel il s'agit de répondre à des vieux proverbes français. Nous avons un laboratoire qui a été abandonné par son professeur principal, dans lequel se jouent des expériences un peu bizarres de physique et de chimie, et d'autres scènes où on y rejoue des scènes de films cultes et des scènes de films d'horreur. Donc, le tout a été revisité pour former un parcours de 2 heures qui s'adresse aux personnes qui ont envie de sensations fortes, qui ont envie de ressentir des frissons, et qui est inclusif quand même. Les plus petits peuvent venir en journée, on muscle un peu le jeu en soirée.
Alors justement, est-ce qu'il y a un public qui est demandeur? Parce qu'on sait que la fête d'Halloween est particulièrement suivie, célébrée en Amérique du Nord. C'est peut-être un petit peu moins le cas en France. Il y a quand même un public qui est demandeur? Oui, alors ce qu'on a observé quand on avait ouvert le deuxième parcours, puisqu'on a plusieurs parcours de 2 heures, et lorsqu'on a ouvert le deuxième parcours qui était un peu plus à sensation, on avait vraiment une demande. Les gens nous demandaient quand est-ce que sort ce deuxième parcours, le labyrinthe, le laboratoire, est-ce qu'il faudra toucher des choses bizarres. Et effectivement, on sentait vraiment une attente. Et donc pour Halloween, on nous a posé les mêmes questions. On a commencé à communiquer sur ce thème. Et là, effectivement, le succès était au rendez-vous. Donc effectivement, maintenant, on a ce parcours formé qui dure 2 heures et qui permettra de répondre à un besoin, effectivement. Comment on peut vous retrouver? Est-ce qu'il faut réserver? C'est la petite minute côté pratique. Oui, oui, tout à fait. Alors pendant les vacances de la Toussaint, le parcours Halloween est disponible, en même temps que les autres parcours. Donc ceux qui veulent consommer, entre guillemets, Crazy School sur un parcours familial sans trop de sensations peuvent toujours très bien réserver les anciens parcours. Mais quand même, oui, prévoir de réserver pendant les vacances de la Toussaint, et notamment pour nos 2 journées spécifiques qui seront le 30 et le 31 octobre, donc samedi et dimanche, puisque nous aurons des animations spéciales tout au long de la journée, des petites choses qu'on a mijotées, qu'on a concoctées également côté alimentaire. Donc là, ne pas hésiter à réserver puisque les places seront comptées. Ben, on a hâte de voir ça et de venir vous voir en tout cas. Merci beaucoup, Eddy Bardonnet, d'avoir été avec nous pour cette émission. Merci à vous. Et merci à vous pour votre fidélité. Nous nous retrouvons donc pour le 4e et dernier épisode de ce panorama. Nous partirons à la découverte de Fort-l'Écluse. Je vous dis donc à très vite sur 8 Mont-Blanc. Bonjour à tous, bienvenue dans ce 4e et dernier épisode de notre panorama consacré à la fête celte d'Halloween. Aujourd'hui, j'accueille Yann Bakowski. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes le directeur de l'Office de tourisme du Pays de Gex et de la station Montjura. Avec vous, on va parler de Fort-l'Écluse, ce monument que l'on aperçoit au-dessus de la route entre Bellegarde et Saint-Genis-Pouilly. On va revenir déjà un petit peu sur l'histoire de ce fort. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu cette histoire ? Donc c'est un fort militaire qui a, après tout, à peu près 20 000 ans d'histoire, qui était stratégiquement important vu son emplacement juste à côté du Rhône et qui, depuis à peu près 25 ans, est devenu un endroit culturel très important, culturel et historique très important pour le Pays de Gex, qui permet non seulement de la découverte de cette fascinante histoire de ce fort militaire, mais également aussi de toutes les activités culturelles, les expositions d'art, scientifiques et aussi musicales que nous avons. Chaque été, on a à peu près 30 manifestations qui ont lieu au sein de ce château. On a eu le château des Rubins dans l'épisode précédent. Un château et un fort, c'est pas la même chose, ça n'a pas la même fonction. Tout à fait. Un fort, c'est un emplacement militaire et un château, c'est plus ou moins une demeure. Ce fort, vous l'avez dit, il a une longue histoire, une histoire qui vit toujours aujourd'hui, notamment, alors on va rentrer dans notre thème de la semaine qui est Halloween, puisqu'il y a des esprits qui nous racontent aussi cette histoire du fort finalement. Alors, l'armée française a abandonné ce château il y a à peu près 60 ans, et ensuite il a été abandonné par l'humain vivant, depuis un certain temps, mais un certain nombre d'esprits sont restés. Il y a une société d'investigation paranormale qui s'appelle XBI qui vient régulièrement faire des enquêtes au sein du château, et que ce soit eux ou même des employés, entend très souvent des bruits, des esprits qui communiquent, qui disent des choses clairement, bouge-toi, dégage, j'en veux pas. Il y a un certain esprit qui s'appelle Manuel, qui s'est déjà manifesté à plusieurs reprises auprès de plusieurs employés.
Et il y a encore une fois plusieurs membres de l'équipe qui ont déjà senti des odeurs de nourriture dans des endroits où c'était juste pas possible que ça existe là. Donc on est vraiment au sein d'un endroit qui est riche en histoire, mais qui est aussi très très riche en choses que peut-être on n'arrive pas à expliquer aujourd'hui. Un endroit peut-être hanté. Alors, je précise parce qu'on a eu des conteurs, on a parlé de contes et légendes, on était dans l'imaginaire. Là, c'est très concret puisque vous expliquez qu'il y a des gens qui viennent faire des enquêtes sur ce phénomène-là. Oui, et ils viennent régulièrement parce que ils découvrent à chaque fois des énergies, des éléments qui font que c'est encore une fois, c'est quelque chose qui est documenté et qui Qui est on n'a présent. pas d'explication pour dire le contraire. Il y a des personnes que je connais très bien avec qui j'ai travaillé depuis plusieurs années qui ont entendu ces mêmes bruits. Donc Ça paraît fou. c'est véridique. Un endroit parfait, du coup, pour célébrer le soir d'Halloween. En réalité, on a très peu de décors à mettre en place parce que le lieu s'y prête parfaitement bien. Même en plein été, on n'a pas besoin de sorcières ou quoi que ce soit pour avoir peur parce qu'il suffit de prendre un mauvais chemin et puis de se sentir un peu seul et un peu perdu. Et oui, en effet, c'est un endroit qui s'y prête magnifiquement, parfaitement, naturellement pour cette fête de Halloween. On va parler un petit peu du programme, mais avant, vous parliez de l'été. Est-ce qu'on peut parler du reste de l'année? Il y a des visites tout au long de l'année pour découvrir ce fort? Oui, absolument. Une visite guidée qui permet vraiment à comprendre à la fois l'emplacement, à la fois l'histoire, à la fois l'aménagement qu'on peut trouver à l'intérieur, parce qu'on retrouve les endroits où dormaient les soldats, où dormaient les officiers, où étaient stockées des armes militaires, comment ils défendaient le fort. Et puis, plus important, l'histoire, les presque plus de 1000 ans d'histoire militaire autour de ce fort, et le comment et le pourquoi, et c'est vachement fascinant. Après, on a des expos temporaires et permanents. Permanent, on a une expo sur des chauves-souris. C'est là où, à travers le fort, ils ont trouvé des endroits qui s'apprêtent naturellement pour eux. Et donc, pourquoi ils sont là? Qu'est-ce qui sert dans l'écosystème naturel du lieu? Et donc, il y a toutes ces explications qui permettent à tous de trouver quelque chose qui peut les intéresser. Et là, donc, pendant ces vacances de la Toussaint, et particulièrement le jour d'Halloween, vous avez prévu des animations qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Absolument. À partir de 17h, donc on aura 2 séances, parce qu'on est limité avec les conditions sanitaires. Donc on va avoir 2 séances, donc une à 17h et une à 19h. Le 30, 31. Le 30. Le 30. Le samedi. Oui. On recommence. Le samedi 30. Donc le samedi 30, on va avoir 2 séances pour les familles avec enfants. Donc une à 17h et une à 19h, qui vont permettre de déambuler à travers le château, d'avoir quelques frissons. On a quelques amis qui vont être déguisés pour justement s'y prêter au jeu. Et ça va vraiment être une expérience magnifique avec la musique, avec des sons et images qui vont permettre aussi à pouvoir avoir cette expérience vraiment d'un fort hanté. Et ça permet aussi à un public peut-être différent de découvrir un lieu de patrimoine comme celui-là? Oui, alors c'est vrai que Halloween, c'est traditionnellement une fête anglo-saxonne, mais qui, je pense, ces dernières décennies, s'est un petit peu internationalisée, qui commence de plus en plus à être acceptée par la culture française.
Mais il ne faut pas oublier qu'à la fois le Pays Gex, c'est une population où il y a 14% d'expats, mais sur tout le bassin lémanique, on a beaucoup d'expatriés. Donc c'est aussi une opportunité pour eux de découvrir ce joyau de notre patrimoine culturel français. Et on fait ce petit mariage avec Halloween, que, encore une fois, s'y prête parfaitement bien. Est-ce qu'on a parlé de la deuxième partie de soirée un petit peu plus? Alors, la deuxième partie de la soirée, ça c'est la partie pour les adultes. Donc, à partir de 21h, nous allons avoir, pour la première fois dans le Pays Gex, The Rocky Horror Picture Show. Qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne connaîtraient pas? Alors, The Rocky Horror Picture Show, c'est un film culte des années 70 que, quand il est sorti, était un flop total, mais grâce à un petit noyau dur de fans, ça les a permis de créer toute une ambiance autour de ce film avec des répliques, avec des danses, et vraiment ça rend totalement interactive avec l'audience. Donc ça sera à 21h. Et ensuite, à 23h, nous avons la partie soirée dansante avec un DJ, avec aussi tout un tas d'esprits, de fantômes, de sorcières qui vont être là pour animer un bar, de la nourriture, vraiment tout pour passer une excellente soirée dans un cadre extraordinaire. Une vraie soirée d'Halloween comme on peut les connaître notamment en Amérique du Nord, vous êtes vous-même américain. Il y a plus ce côté Halloween peut-être aux États-Unis, mais qu'on commence quand même à retrouver en France. C'est une fête qu'on connaît de plus en plus. C'est une fête qu'on connaît de plus en plus. Alors, à savoir qu'avant la crise sanitaire, Halloween se fêtait au fort pour les familles avec enfants. Et maintenant, on va aussi être en mesure d'offrir aussi cette soirée, on va dire un peu culturelle, culturelle, et aussi une soirée adulte, fun, avec un DJ, avec musique et ambiance, que je pense a manqué pour beaucoup de personnes ces derniers temps. Et là, ça va vraiment être une opportunité pour s'amuser et profiter de Halloween. On en a besoin, effectivement. Une petite précision, il faut réserver. Les réservations sont obligatoires. On est limité avec les restrictions, les jauges sanitaires, et donc on conseille à tout le monde de réserver parce que les places sont très limitées. Et on peut retrouver toutes les informations sur le site, j'imagine, de l'Office de tourisme. Oui, qui est paysgex-montjura.com. Merci beaucoup, Yann, d'avoir été avec vous, d'être venu nous voir. Je vais y arriver pour nous parler d'Halloween au Fort-l'Écluse. Merci. Merci beaucoup. Et à bientôt. Merci à vous également pour votre fidélité. Merci à toute l'équipe pour la préparation et la réalisation de cette émission. Nous espérons qu'elle vous aura donné envie de fêter Halloween et on se retrouve très vite sur 8 Mont Blanc.